Quand Philippe Beaumont fêta ses 50 ans, il possédait 80 millions d'euros, un appartement sur l'avenue Montaigne et personne avec qui célébrer. C'était le soir du 31 décembre, la Saint-Sylvestre, et le restaurant le plus prestigieux de Paris affichait complet. Philippe était debout à l'entrée depuis 20 minutes, regardant les couples élégants passer devant lui, comme s'il était invisible. Le maître d'hôtel lui avait répété 3 fois qu'il n'y avait plus de place, que c'était le réveillon, que sans réservation, c'était impossible. Philippe allait partir, retourner dans son penthouse vide pour regarder les feux d'artifice depuis sa terrasse avec une coupe de champagne tiède. Quand une main se leva au fond de la salle, une femme rousse, magnifique, assise à une table avec un garçon d'environ 9 ans, lui faisait signe de s'approcher. Philippe ne la connaissait pas, il ne l'avait jamais vue. Il ne comprenait pas pourquoi une inconnue l'invitait à sa table. Ce qu'il ignorait, c'est que cette femme, cette mère célibataire qui élevait seule son fils depuis des années, allait bouleverser sa vie à jamais. Et que le destin, cette nuit-là, lui avait préparé le cadeau d'anniversaire le plus inattendu de son existence. Si tu es prêt pour cette histoire, écris dans les commentaires d'où tu regardes cette vidéo. Philippe Beaumont était ce que les magazines appelaient un golden boy devenu légende. Né dans une cité HLM de Saint-Denis, en banlieue parisienne, il avait grandi dans un appartement de 3 pièces qu'il partageait avec ses parents et ses 3 sœurs. Son père travaillait comme agent de maintenance à la RATP, passant ses journées dans les tunnels du métro parisien. Sa mère était aide-soignante à l'hôpital de La Fontaine, enchaînant les gardes de nuit pour joindre les 2 bouts. Philippe avait connu les fins de mois difficiles, les vêtements achetés aux puces de Saint-Ouen, les vacances passées dans la cité pendant que les autres partaient à la mer. Mais il avait aussi hérité de ses parents quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, une détermination féroce et la certitude que l'éducation était le seul chemin vers une vie meilleure. À 18 ans, il avait intégré une classe préparatoire au lycée Louis-le-Grand, un des plus prestigieux de Paris. Il prenait le RER chaque matin à 5 heures pour arriver à temps, étudiait jusqu'à minuit et dormait 4 heures par nuit. À 21 ans, il avait intégré HEC Paris, la meilleure école de commerce de France. À 25 ans, il avait été recruté par une grande banque d'investissement sur les Champs-Élysées. Mais Philippe n'était pas fait pour travailler pour les autres. À 30 ans, il avait quitté la banque pour fonder son propre fonds d'investissement. En 5 ans, il avait multiplié les actifs par 10. À 40 ans, il était devenu l'un des financiers les plus respectés de la place de Paris, celui que les journaux appelaient le Mozart de la finance. Sa success story avait été racontée dans tous les médias. Le petit gars de Saint-Denis qui avait conquis les beaux quartiers. L'exemple parfait de la méritocratie républicaine. La preuve que la France pouvait encore produire des self-made men. Mais il y avait une partie de l'histoire que les articles ne racontaient jamais. La partie où Philippe, pour atteindre ses sommets, avait sacrifié tout le reste. Il s'était marié à 33 ans avec Isabelle, une femme qu'il avait rencontrée lors d'un gala à l'Opéra Garnier. Isabelle était issue de la vieille bourgeoisie parisienne, fille d'un ancien ambassadeur, éduquée dans les meilleurs pensionnats suisses. Elle était belle, cultivée, parfaite en toutes circonstances. Ses parents n'avaient jamais vraiment accepté Philippe. Pour eux, il resterait toujours le fils d'un agent de la RATP, un parvenu qui avait fait fortune, mais qui ne serait jamais des leurs. Isabelle avait tenu 8 ans. 8 ans de dîners annulés, de week-ends sacrifiés au travail, de voyages reportés indéfiniment. 8 ans à attendre un enfant que Philippe remettait toujours à plus tard, parce que ce n'était jamais le bon moment, parce qu'il fallait d'abord consolider le fonds, parce qu'il y aurait du temps après. Le temps s'était arrêté un matin de novembre, quand Philippe était rentré d'un voyage d'affaires à Singapour et avait trouvé l'appartement vide. Isabelle n'avait rien demandé, ni argent ni explication. Elle était simplement partie, emportant avec elle 8 ans de mariage, comme on emporte une valise à la fin des vacances. Philippe n'avait pas pleuré, n'avait pas supplié, ne s'était pas battu pour la retenir. Il s'était replongé dans le travail avec une intensité encore plus grande, comme si le succès pouvait combler le vide qu'Isabelle avait laissé. Il avait acheté l'appartement de l'avenue Montaigne,
300 mètres carrés avec vue sur la tour Eiffel. Il avait acheté une Bentley qu'il conduisait rarement, des œuvres d'art qu'il ne regardait jamais, des costumes sur mesure qu'il portait une fois avant de les oublier dans son dressing. Ses parents étaient morts quelques années auparavant, à quelques mois d'intervalle. Ses sœurs avaient leur propre vie, l'une à Lyon, les autres à Bordeaux et Marseille. Et ils se voyaient seulement à Noël, quand ils y pensaient. Les amis d'enfance étaient restés à Saint-Denis, dans un monde que Philippe avait quitté depuis longtemps. Et les nouveaux amis, ceux du monde des affaires, n'étaient pas vraiment des amis, juste des contacts qu'il appelait quand ils avaient besoin de quelque chose. À 50 ans, Philippe Beaumont avait tout réussi, et il n'avait rien. Le jour de son anniversaire, qui tombait le 31 décembre, avait commencé comme tous les autres. Il s'était réveillé seul dans son lit immense, avait pris son petit déjeuner seul dans sa cuisine de designer, avait passé la journée seul dans son bureau à réviser des portfolios d'investissement. Personne ne l'avait appelé pour lui souhaiter un bon anniversaire. Personne ne lui avait envoyé de message. Ce fut en fin d'après-midi qu'il réalisa que c'était aussi le réveillon du Nouvel An, la pire nuit possible pour être seul. Tout Paris en fête, les restaurants bondés, les couples s'embrassant à minuit, pendant que lui fêterait une nouvelle année de solitude. Il décida d'aller dîner au Jules Verne, le restaurant gastronomique de la Tour Eiffel, un endroit où il avait emmené des clients importants, où on le traitait toujours comme un roi. Il n'avait pas réservé, mais il était Philippe Beaumont. Les restaurants trouvaient toujours une table pour lui. Sauf cette nuit-là, le Jules Verne occupait le 2e étage de la Tour Eiffel, à 125 mètres au-dessus de Paris. C'était l'un des restaurants les plus exclusifs de la capitale, étoilé au guide Michelin, avec une vue imprenable sur la ville lumière et des prix qui décourageaient quiconque n'était pas millionnaire ou sur note de frais. Quand Philippe arriva à 20 heures précises, il comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. L'ascenseur privé du restaurant était bondé de couples en tenue de soirée, de femmes en robe longue et d'hommes en smoking. C'était la nuit du réveillon, la soirée la plus demandée de l'année. Le maître d'hôtel, un homme distingué qui le connaissait depuis des années, l'accueillit avec une expression gênée. Philippe comprit avant même que l'homme n'ouvre la bouche. Il n'y avait pas de place. Pour la première fois de sa vie de millionnaire, il n'y avait pas de place pour lui. Le maître d'hôtel se confondit en excuses. « C'était le réveillon », expliqua-t-il. « Toutes les tables étaient réservées depuis des mois. Si M. Beaumont avait appelé avant, ils auraient certainement trouvé une solution. Mais là, au dernier moment, c'était impossible. » Philippe hocha la tête machinalement. Il n'était pas en colère contre le maître d'hôtel, il était en colère contre lui-même, contre sa vie vide où personne ne se souvenait de son anniversaire, où personne n'organisait de fêtes surprises, où personne ne réservait une table pour célébrer ensemble. Il allait partir quand il vit le garçon. Il était assis à une table près de la baie vitrée, à côté d'une femme rousse aux cheveux ondulés. Le garçon avait environ 9 ans, portait un petit costume bleu marine qui semblait neuf et regardait Philippe avec cette intensité que seuls les enfants possèdent. Pas avec une curiosité morbide, pas avec jugement, mais avec quelque chose qui ressemblait à de la compréhension. Le garçon dit quelque chose à la femme, pointant vers l'entrée. La femme se retourna, vit Philippe debout comme une âme en peine, et fit quelque chose de totalement inattendu. Elle leva la main et lui fit signe de s'approcher. Philippe resta immobile quelques secondes, certain d'avoir mal compris. Cette femme ne pouvait pas être en train de l'inviter, lui, un inconnu, à sa table. Elle devait saluer quelqu'un d'autre, quelqu'un derrière lui. Mais quand il se retourna, il n'y avait personne, et quand il regarda à nouveau vers la femme, elle faisait toujours le même geste. « Viens », disait ce mouvement de la main, « il y a une place pour toi. » Le maître d'hôtel suivit le regard de Philippe et parut soulagé. Si la dame de la table 7 acceptait de partager, alors le problème était résolu. Philippe traversa le restaurant dans un état de semi-incrédulité. Il s'arrêta devant la table où la femme et l'enfant étaient assis, cherchant les mots justes pour remercier sans paraître ridicule. La femme lui sourit. C'était un sourire chaleureux, sincère, sans arrière-pensée. Elle devait avoir environ 38 ans, des traits fins,
des yeux verts qui semblaient avoir beaucoup vu de la vie. Elle n'était pas maquillée de façon excessive, ne portait pas de bijoux ostentatoires, mais elle avait une élégance naturelle qu'aucun diamant n'aurait pu améliorer. Elle lui dit de s'asseoir, dit que la table était trop grande pour eux deux et que son fils avait remarqué qu'il semblait avoir besoin d'une place. Philippe s'assit. Pour la première fois depuis des années, il ne savait pas quoi dire. La femme s'appelait Émilie Garnier et le garçon était son fils Théo. Ils étaient venus de Bretagne 4 ans plus tôt, quittant Quimper pour s'installer à Paris après un drame qui avait bouleversé leur vie. Émilie raconta son histoire entre les plats raffinés et les coupes de champagne. Philippe écoutait en silence, reconnaissant de ne pas avoir à parler de lui-même. Et tandis qu'elle parlait, il remarqua quelque chose dans ses yeux, une tristesse profonde, cachée sous le sourire, qu'il reconnaissait parce qu'il la voyait chaque matin dans le miroir. Le mari d'Émilie avait été pêcheur, comme son père et son grand-père avant lui. Il s'appelait Yannick, et il était mort 6 ans plus tôt, quand son chalutier avait chaviré lors d'une tempête au large de la pointe du Raz. On n'avait jamais retrouvé son corps. Théo avait 3 ans quand c'était arrivé, trop petit pour comprendre pourquoi papa ne rentrait plus à la maison. Après la mort de Yannick, Émilie avait essayé de rester à Quimper. Mais elle voyait son fantôme partout, dans chaque rue du vieux quartier, dans chaque café où ils avaient bu des bolets de cidre, dans chaque plage où ils avaient marché main dans la main. Elle avait décidé de partir, de recommencer ailleurs. Paris était le choix le plus radical possible, une ville où personne ne la connaissait, où elle pourrait se réinventer. Les premiers mois avaient été difficiles. Un petit appartement dans le 19e arrondissement, des petits boulots pour survivre. Puis elle avait trouvé un emploi comme assistante dans une maison d'édition du quartier latin, un travail qu'elle adorait malgré le salaire modeste. Maintenant, 4 ans plus tard, ils avaient trouvé leur équilibre. Tu aimes cette histoire Makwa? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. Émilie avait été promue éditrice junior. Théo allait dans une école qu'il aimait à Belleville. Ils n'étaient pas riches, mais ils étaient heureux. Le dîner au Jules Verne était un cadeau exceptionnel. Théo fêtait ses 9 ans le lendemain, et Émilie avait économisé pendant 1 an pour lui offrir cette soirée magique au-dessus de Paris. Théo observait Philippe avec la gravité d'un petit adulte. C'était un enfant calme, réfléchi, plus mûr que ses presque 9 ans. À un moment du dîner, Théo posa à Philippe une question que personne ne lui posait jamais. Il lui demanda pourquoi il avait l'air si seul. Philippe resta sans voix. Il essaya de nier, de dire qu'il n'était pas seul, que tout allait bien. Mais Théo le regardait avec ses yeux qui semblaient voir à travers les mensonges, et Philippe se retrouva à faire quelque chose qu'il ne faisait plus depuis des années. Il dit la vérité. Il dit que c'était son anniversaire. Il dit qu'il avait 50 ans. Il dit qu'il n'avait personne avec qui fêter, personne qui se souvenait de lui, personne qui l'attendait chez lui. Il dit qu'il avait tout et qu'il n'avait rien. Émilie l'écouta en silence. Elle ne le jugea pas, ne lui dit pas qu'il devrait se sentir chanceux pour ce qu'il avait, ne minimisa pas sa douleur. Elle l'écouta simplement, comme on écoute un ami qui a besoin de se confier. Puis, elle fit quelque chose que Philippe n'attendait pas. Elle appela le serveur et commanda une part de tarte tatin. Quand elle arriva, elle sortit de son sac une bougie qu'elle avait apportée pour l'anniversaire de Théo, la planta dans la tarte et dit à Philippe de faire un vœu. Philippe regarda cette bougie, cette petite flamme qui tremblotait dans l'obscurité du restaurant, regarda Émilie et Théo qui attendaient en souriant, et pour la première fois depuis des années, il ressentit quelque chose qui ressemblait à de la gratitude. Il souffla la bougie. Il ne dit à personne quel vœu il avait fait, mais à cet instant, sans le savoir, ce vœu commençait déjà à se réaliser. Ce dîner dura 3 heures. 3 heures pendant lesquelles Philippe oublia qu'il était Philippe Beaumont, le millionnaire solitaire, et devint simplement un homme qui parlait avec une femme et un enfant. Ils parlèrent de tout et de rien, de livres, de films, de voyages qu'Émilie rêvait de faire et que Philippe avait fait sans jamais en profiter, de l'école, des devoirs, de ce professeur que Théo adorait et de celui qu'il détestait,
de rêves, de peurs, de choses qu'on ne dit pas aux inconnus, mais qui cette nuit-là semblaient naturelles à partager. Quand le restaurant commença à se vider, Philippe réalisa qu'il ne voulait pas que cette soirée se termine. Pour la première fois depuis des années, il s'était senti vivant. Pas pour une affaire conclue, pas pour un succès professionnel, mais pour une simple conversation avec deux personnes qui ne voulaient rien de lui. Il insista pour payer l'addition. Émilie refusa, dit que c'était leur soirée spéciale et qu'elle voulait offrir. Ils discutèrent gentiment pendant quelques minutes jusqu'à ce que Philippe propose un compromis. Il paierait le dîner, mais Émilie devrait accepter une invitation à déjeuner le lendemain, le vrai anniversaire de Théo. Émilie hésita. Elle n'était pas habituée à recevoir, seulement à donner. Et il y avait quelque chose chez cet homme riche qui la mettait mal à l'aise, non pas parce qu'il était désagréable, mais parce que leur monde était trop différent. Mais Théo dit qu'il voulait revoir le monsieur aux yeux tristes, dit que peut-être s'ils fêtaient ensemble, les yeux deviendraient moins tristes. Et Émilie, qui n'arrivait jamais à dire non à son fils, accepta. Le lendemain, Philippe vint les chercher avec sa Bentley. Théo resta bouche bée devant la voiture, touchant la carrosserie brillante comme si c'était un vaisseau spatial. Émilie semblait mal à l'aise, déplacée dans ce luxe qui ne lui appartenait pas. Mais quand Philippe lui ouvrit la portière avec une galanterie d'un autre temps, elle sourit. Il les emmena déjeuner chez l'ami Jean, un bistrot basque près des Invalides, où ils commandèrent du riz de veau et du gâteau basque. Théo dévora tout ce qu'on lui servait pendant qu'il racontait des histoires de l'école, de ses amis, des matchs de foot qu'il jouait le mercredi au parc des Buttes-Chaumont. Après le déjeuner, Philippe emmena Théo choisir un cadeau d'anniversaire. Le garçon pouvait choisir ce qu'il voulait, dit Philippe, n'importe quoi. Théo parcourut le grand magasin du boulevard Haussmann pendant une demi-heure, regardant des consoles de jeux, des drones, des robots qui coûtaient des centaines d'euros. À la fin, il choisit un livre, un album illustré sur les bateaux de pêche bretons qui coûtait 25 euros. Philippe ne comprit pas. Il pouvait avoir n'importe quoi, pourquoi choisir un livre? Théo expliqua avec la gravité des enfants sages. Il dit que les jeux vidéo se terminent, que les drones se cassent, mais que les livres restent pour toujours. Il dit que son père lui racontait toujours des histoires de la mer et qu'il ne voulait pas les oublier. Philippe acheta le livre, mais il acheta aussi tous les jouets que Théo avait regardés avec envie sans oser demander. Il les fit livrer chez eux le lendemain. Émilie se fâcha, dit qu'elle ne pouvait pas accepter des cadeaux aussi chers. Qu'ils n'étaient pas une famille à plaindre, qu'ils n'avaient pas besoin de la charité de personne. Elle était fière, Émilie, et cette fierté était tout ce qui lui restait après avoir tout perdu. Philippe comprit qu'il s'était trompé. Il s'excusa, dit qu'il ne voulait pas l'offenser, qu'il voulait juste voir Théo heureux, qu'il n'était pas habitué à côtoyer des gens normaux et qu'il ne savait pas comment se comporter. Cette honnêteté désarma Émilie. Personne ne s'excusait jamais auprès d'elle. Personne n'admettait jamais ses erreurs. Cet homme riche et puissant lui disait qu'il ne savait pas comment se comporter avec les gens. Et elle le crut. À partir de ce jour, quelque chose changea. Dans les semaines qui suivirent, Philippe et Émilie continuèrent à se voir. Au début, toujours avec Théo. Promenade au Jardin du Luxembourg. Après-midi, au musée d'Orsay. Goûter dans les salons de thé de Saint-Germain-des-Prés. Puis, ils commencèrent à se voir seuls aussi. Dîner discret dans des restaurants de Montmartre, promenade le long des quais de Seine, conversations qui duraient des heures et qui ne semblaient jamais suffisantes. Philippe découvrit qu'Émilie était bien plus que ce qu'elle paraissait. Elle avait étudié la littérature à l'université de Rennes, parlait couramment anglais et espagnol, rêvait d'écrire un roman sur la vie des femmes de pêcheurs bretons. Elle citait Proust et Colette comme si c'étaient de vieux amis, et avait des opinions sur tout qu'elle exprimait sans peur ni honte. Émilie découvrit que Philippe était bien plus que ce qu'il paraissait. Sous la carapace du succès se cachait un gamin de Saint-Denis qui se sentait encore un imposteur dans les mondes qu'il avait conquis, qui s'émouvait encore quand il passait devant la cité où il avait grandi, qui gardait dans un tiroir la première pièce de monnaie qu'il avait gagnée en distribuant des journaux à 13 ans. Mais il y avait des obstacles. Le monde de Philippe n'était pas prêt à accepter Émilie.
Les magazines People commencèrent à publier des photos d'eux ensemble, avec des titres qui insinuaient qu'elle était une croqueuse de diamants, une provinciale qui avait trouvé le jackpot. Émilie souffrait de ces insinuations. Elle ne voulait pas l'argent de Philippe. Elle n'avait jamais rien demandé, n'avait jamais accepté de cadeaux coûteux après cette première fois. Elle voulait juste lui, l'homme derrière la fortune, celui qui riait aux blagues de Théo et qui s'émouvait quand elle parlait de Yannick. Mais le monde ne croyait pas à l'amour désintéressé. Théo aussi commença à avoir des doutes. Les camarades d'école se moquaient de lui, disaient que sa mère s'était trouvée un Richard. Théo rentrait en pleurant, demandant à Émilie si c'était vrai, si elle était avec Philippe juste pour l'argent. Émilie décida de mettre fin à la relation. Elle appela Philippe un soir de mars, 3 mois après ce dîner au Jules Verne, et lui dit qu'ils ne pouvaient plus se voir. Dit que leur monde était trop différent, que Théo souffrait, qu'elle n'était pas assez forte pour affronter le jugement des autres. Philippe écouta en silence. Puis il fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait dans toute sa carrière de financier à succès. Le lendemain, il convoqua une réunion extraordinaire avec tous ses associés et investisseurs. Il annonça qu'il allait se retirer des affaires. Il vendrait toutes ses parts, liquiderait ses investissements, se retirerait du monde de la finance. Il voulait se consacrer à autre chose, dit-il. Il voulait vivre. Ses associés pensèrent qu'il avait perdu la tête. Les journaux parlèrent de burn-out, de dépression, de la folie d'un millionnaire excentrique. Personne ne comprit ce qui se passait, sauf Émilie. Philippe se présenta à sa porte le lendemain de son annonce. Il n'avait ni fleurs ni cadeaux, il n'avait rien d'autre que lui-même. Il lui dit qu'il l'avait choisi, elle et Théo, qu'il avait choisi une vraie vie plutôt qu'une vie de succès vide, qu'il ne lui demandait pas de l'épouser, qu'il ne lui demandait rien, juste de lui donner une chance. Émilie le regarda longuement. Cet homme qui avait renoncé à un empire pour elle. Cet homme qui avait tout quitté pour recommencer à zéro, exactement comme elle l'avait fait 4 ans plus tôt. Et enfin, pour la première fois depuis la mort de Yannick, elle se permit de retomber amoureuse. 1 an plus tard, Philippe et Émilie se marièrent. Ce fut une cérémonie simple à la mairie du 5e arrondissement, avec seulement quelques amis et proches comme témoins. Théo porta les alliances avec une gravité qui fit sourire tous les présents. Ils n'allèrent pas vivre dans l'appartement de l'avenue Montaigne. Ils le vendirent et achetèrent une maison avec jardin à Fontainebleau, à 1 heure de Paris, dans un quartier tranquille où les enfants jouaient dans la rue et où les voisins se disaient « bonjour » le matin. C'était une maison normale, pas un hôtel particulier de magazine, mais c'était leur maison. Philippe découvrit que le bonheur n'avait rien à voir avec les mètres carrés ou l'adresse. Le bonheur, c'était se réveiller chaque matin avec Émilie à ses côtés. C'était préparer le petit déjeuner pour Théo avant l'école. C'était passer les dimanches à lire au coin du feu pendant qu'il pleuvait dehors. Il n'avait pas complètement arrêté de travailler. Il avait créé une fondation qui aidait les jeunes des quartiers défavorisés à poursuivre leurs études. Des gamins de Saint-Denis, de Bobigny, de Sarcelles, qui avaient la même faim que lui avait eu 30 ans plus tôt. Il ne gagnait pas d'argent avec ça, mais il gagnait quelque chose de bien plus précieux. La satisfaction de redonner une partie de ce que la vie lui avait donné. Théo s'était rapidement adapté. Il appelait Philippe par son prénom, papa, parce que personne ne pouvait remplacer Yannick. Mais il l'aimait comme on aime un père. 2 ans après le mariage, une petite fille naquit. Ils l'appelèrent Marie, comme la grand-mère d'Émilie qui l'avait élevée après la mort de ses parents. Philippe avait 53 ans et devenait père pour la première fois. Il tenait cette créature minuscule dans ses bras et pleurait, lui qui ne pleurait jamais, parce qu'il comprenait enfin ce que signifiait tout avoir. Chaque année, le 31 décembre, il célébrait l'anniversaire de Philippe avec un dîner au Jules Verne. C'était devenu une tradition, une façon de se souvenir de la nuit où tout avait changé. Il réservait toujours la même table, celle près de la baie vitrée où Émilie et Théo étaient assis cette première fois. Parfois, pendant ces dîners, Philippe regardait sa femme et ses enfants et n'arrivait pas à croire que c'était sa vie. Il pensait à ce qui se serait passé si Émilie n'avait pas levé la main cette nuit-là. Mais le destin avait eu d'autres plans. Et cet enfant aux yeux attentifs, cette femme au grand cœur,
lui avait donné le cadeau qu'aucun million d'euros n'aurait jamais pu acheter. Une famille. Bien des années plus tard, Philippe demanda à Émilie pourquoi elle l'avait invité à sa table, cette nuit-là. Émilie sourit. Elle dit qu'elle avait vu un homme seul le soir du réveillon et qu'elle avait pensé que personne ne devrait être seul cette nuit-là, qu'elle avait vu dans ses yeux la même tristesse qu'elle voyait dans les siens. Elle n'avait pas pensé à l'amour. Elle avait juste pensé à tendre la main à quelqu'un qui semblait en avoir besoin. Et parfois, c'est ainsi que les plus belles choses arrivent. Philippe la serra fort dans ses bras, cette femme qui lui avait sauvé la vie sans le savoir. Et il remercia le destin, cette force mystérieuse qui met les bonnes personnes sur notre chemin quand on en a le plus besoin. Parce que la vraie richesse ne se mesure pas en euros ni en propriété. Elle se mesure en étreinte, en rire, en soirées passées avec ceux qu'on aime. Elle se mesure en gestes simples, comme une main qui se lève pour inviter un inconnu à s'asseoir. Et lui, le millionnaire solitaire qui ne trouvait pas de table le jour de son anniversaire, avait enfin trouvé l'endroit où il appartenait. Si cette histoire t'a rappelé que la vraie richesse ne se compte pas en euros, mais en moments partagés avec ceux qu'on aime, et que parfois un petit geste de gentillesse suffit à changer une vie entière, laisse ta trace avec un cœur. Et si tu as regardé jusqu'au bout et que tu veux soutenir ceux qui racontent des histoires qui célèbrent l'amour, la famille et les secondes chances, tu peux le faire avec un merci du cœur via la fonction Super Merci, juste en dessous. Chaque geste compte, tout comme a compté cette main levée dans un restaurant bondé.